Je vais partager avec toi sur cette vidéo 11 crises majeures que tu dois absolument savoir, c'est-à-dire et connaître au bout des doigts avant de lancer un business. Ces 11 crises majeures, si tu ne les maîtrises pas au bout des doigts, ton business va échouer. Beaucoup de business ont échoué, c'est-à-dire que parce que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs n'ont pas pris en considération que ces 11 crises majeures. 3 crises sont à l'origine de ces 11 crises majeures. Donc, 3 crises que tu te dois de maîtriser au bout des doigts. Parce que ces 3 crises-là, de ces 3 crises, découlent que les autres crises. Ces 3 crises, certaines sont d'ordre naturel, d'autres sont causées par justement l'intervention humaine. Les autres crises sont causées par l'intervention humaine. Donc, ne va pas faire le business si tu ne connais pas ça. Même toi, en tant que salarié, ce sont des crises comme ça qui ont fait en sorte que plusieurs entreprises ferment parce que les porteurs de projets, les entrepreneurs, n'avaient pas justement pris en considération que ces phénomènes-là. Donc, reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les différentes crises sur lesquelles tu te dois vraiment d'observer. Si tu veux faire un business, je vais dire durable, parce que le but ici, c'est de faire un business qui dure sur le temps, qui peut aller sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, sans connaître des troubles. Mais alors que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des business comme ça qui sont éphémères. Des business qu'on démarre au bout de 6 mois, ça s'est cassé la gueule. Pour faute, c'est-à-dire quoi, pour diverses crises. Au bout de 2 ans, au bout des fois d'1 an. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi comment tu devrais commencer ton business en pas à pas, en intégrant peut-être que ces différentes contingences. C'est ce que j'appelle des fois ici contingences, quand tu m'entends parler. Je sais que beaucoup d'entre nous, quand on ne met pas les chiffres, comment gagner, c'est-à-dire que 10 millions en 2 jours ou en 3 mois, comment devenir milliardaire, c'est-à-dire qu'en un mois, c'est là où on clique. Mais or que ce sont ces contingences qu'un bon entrepreneur, quelqu'un qui veut faire un business durable, se doit d'observer. En tout cas, moi, ce sont les contingences que j'ai mis en place qui me permettent aujourd'hui de dire j'ai un business qui est durable, j'ai un business qui est générationnel. Donc, sans plus tarder, pour toi qui me découvres peut-être pour la première fois, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser le produit du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Pinja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riz London et l'autre comme on appelle Arpi ou Sondiansa, la culture de la Gassinia Cola, comme on appelle Bita Cola, soit petit cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des cultures aussi qui t'intéressent, je t'invite à regarder sous la barre de description, que tu cliques sur le lien où je partage avec toi 10 idées de meilleures cultures hautement rentables à lancer en Afrique. Et si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Ce sont des cultures qui sont hautement rentables, des cultures qui te donnent comme ça une richesse générationnelle. Une culture comme la culture du poivrier, comme j'ai coutume à te dire, c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la 3e culture la plus rentable au monde. Donc si tu te lances comme ça, sur 1 hectare de poivrier, tu mets ta famille à l'abri, c'est-à-dire que tu es financier. Donc c'est des cultures qui vont c'est une culture qui va sur plus de 100 ans, ce que j'appelle les cultures générationnelles. Donc sans plus tarder, je vais t'expliquer comment moi j'ai pensé avec le modèle. Tu me vois, je te dis ici qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. On se doit de respecter l'environnement sur lequel on travaille, de respecter la biodiversité. Mais beaucoup d'erreurs que nous commettons, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on ne prend pas compte de plusieurs contingences. Tu vas des fois entendre beaucoup plus parler en ce moment de la crise
la crise sur l'environnement. Depuis 4 ans, je te parle ici des contingences sur l'environnement. Est-ce que tu vois ce que tu as dit quoi là? Les catastrophes que nous sommes en train de vivre en ce moment. La première crise, c'est la crise environnementale. Qu'est-ce que ça cause comme dégâts? Tu vois en ce moment les catastrophes, c'est-à-dire que sur le plan des inondations. Les inondations n'en ont pas fini. Tu as vu en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, même dans nos pays, en Côte d'Ivoire, nos grandes capitales, aujourd'hui, nos grandes villes, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est des inondations, c'est-à-dire que voilà, terribles, c'est des catastrophes écologiques. En Occident, n'en parlons pas. En Occident, c'est-à-dire que c'est des catastrophes, c'est des vents violents, c'est des départs de feu, c'est des inondations. On a aussi des catastrophes naturelles qui sont les tremblements de terre. C'est tout ce que je cite là, c'est des choses qui viennent freiner les business. Tu peux avoir un business qui est prospère, mais catastrophe, c'est-à-dire que écologique, catastrophe environnementale, inondation, l'inondation vient détruire, c'est-à-dire que tout est bien. On a vu que des plantations, c'est-à-dire que inondées, des champs inondés lorsqu'il pleut. Ici en Occident, pour un jour, quand je dis même un jour, pour 2 heures, tu as l'impression qu'il a plu pour 2 mois ou 3 mois. C'est des inondations qui apportent, c'est-à-dire que des maisons, qui inondent, c'est-à-dire que les villes, qui inondent les plantations, qui inondent les champs, qui causent des dégâts, c'est-à-dire que matériels à hauteur de plusieurs milliards, c'est-à-dire que d'euros et de dollars, qui font en sorte que, sur le plan économique, qu'il y ait des dégâts. C'est des entreprises qui ferment. Et pour les salariés, c'est des personnes qui perdent leur emploi. Sur le plan environnemental aussi, c'est-à-dire que ça a des dégâts, c'est-à-dire que c'est perte de beaucoup de biodiversité. Tout ça, c'est dû aussi, pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû aussi, comme je dis, c'est des fois, c'est-à-dire que des phénomènes naturels, mais c'est des phénomènes aussi, c'est-à-dire que dû à l'intervention humaine. Puisque nous sommes dans une société aujourd'hui de productivité, on doit produire. Le fait, c'est-à-dire que de pouvoir produire, fait en sorte qu'on influence, c'est-à-dire que notre environnement. Donc, l'effet, c'est-à-dire que de créer des industries, industrie automobile, industrie agroalimentaire, industrie agricole, industrie de l'élevage, l'industrie des biocarburants, c'est ça qui vient impacter dans l'environnement. La troisième crise que tu vas entendre, c'est la crise énergétique. Donc j'ai dit première crise, crise sur l'environnement, crise écologique. Troisième crise, c'est la crise énergétique. La crise énergétique, nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Nous sommes tous là à dire que l'Afrique doit justement aller entreprendre afin de pouvoir développer l'Afrique. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Parce qu'il faut de l'énergie. Et l'énergie ici, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est le charbon pour ceux qui fonctionnent avec les centrales thermiques en charbon, c'est le plastique, c'est les dérivés, le plastique, le fer, parce que sans cette énergie-là, on ne peut pas s'industrialiser. Si nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, on ne peut pas s'industrialiser. Il n'y a pas d'industrie telle que possible. C'est pour ça que l'Afrique entraîne. Mais quand il y a un manque d'énergie aussi, vous avez vu ce qui s'est passé ici, ce qui est en train de se passer même ici en Occident, entre la crise Russie-Ukraine. La Russie étant, c'est-à-dire le pays qui fournissait, c'est-à-dire que l'Europe, par son gaz, par son pétrole, par ses engrais. Vous avez vu comment l'Europe est en train d'en partir sur le plan énergétique. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Donc ne va pas faire le business si tu ne prends pas en compte toutes ces contingences-là. Et si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, ton business va capoter. Si tu vas aller installer une industrie en Afrique et que tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, dis-moi comment que tu vas pouvoir fonctionner. Bien que ton projet soit viable, mais si sur le plan énergétique, tu n'es pas autonome, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas marcher.
ton business va capoter. Même si je dis, le business est ultra rentable sur le plan énergétique, si ce n'est pas viable, si tu n'es pas autonome, ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce qui cause donc tout ça? Parce que l'énergie provient d'où? On a les énergies fossiles. Les énergies fossiles, comme le pétrole, comme le gaz, il faut aller exploiter les profondeurs, les sous-sols. Et en exploitant dans ces profondeurs, ces sous-sols, qu'est-ce que ça crée? Ça crée les dégâts sur le plan environnemental. C'est pour ça que je dis que c'est l'intervention humaine. Dégâts sur le plan environnemental, dégâts écologiques. C'est ça qui va donc maintenant créer le dérèglement climatique, le changement climatique. Ce changement climatique qui va aussi avoir énormément d'impact. Tu vois? Lorsqu'on va sonder, on ne sonde pas uniquement le sous-sol pour les gaz, on sonde les sous-sols aussi parce qu'on veut aller extraire nos matières premières qui sont les mines. Donc l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, le coltan, l'émeraude, le cuivre, le magnésium. Tu vois, tout c'est le fer, le zinc. L'effet, c'est-à-dire que d'aller justement retourner, c'est-à-dire que la Terre, aller à des profondeurs, ça a des dégâts, ça a des impacts sur le plan environnemental. Donc tu vois, c'est là l'intervention humaine. Donc maintenant, le business que tu vas aller faire, si tu n'intègres pas ça, si tu ne maîtrises pas aussi que nous sommes dans un système aujourd'hui que dit capitaliste, c'est le système, c'est-à-dire que voilà, de production, de productivité, de surproductivité, de profit, qu'on va chercher, c'est-à-dire que justement, les ressources là où il y en a. Et tu vois que, comme je t'ai dit, l'énergie, c'est-à-dire que c'est au cœur de la production. Il y a des pays ou des continents qui sont plus bénis que les autres, puisque c'est l'énergie qui est au cœur de la production. Les pays dits développés, les pays qui ont la science et la technologie, vont chercher l'énergie là où ça se trouve. Et c'est ce qui va entraîner maintenant d'autres crises. La quatrième crise qui est aussi primordiale, c'est la crise alimentaire. La crise alimentaire. Tu vois aujourd'hui qu'on parle de plus en plus de crise alimentaire, qu'on n'arrive pas à s'auto-suffire sur le plan alimentaire, qu'on n'arrive pas à produire, c'est-à-dire que voilà, assez pour pouvoir nourrir le monde. Mais quel est le mode de production que nous avons aujourd'hui? C'est un mode de production basé, c'est-à-dire que sur les énergies fossiles. C'est le mode de production industrielle intensive, mécanisée sur la monoculture. C'est un modèle qui est énergivore. Parce que si tu n'as pas de tracteur, si tu n'as pas, c'est-à-dire que la mécanisation, si tu n'as pas le pétrole, si tu n'as pas le gaz, si tu n'as pas les engrais, si tu n'as pas les pesticides, si tu n'as pas de l'eau, si tu n'as pas, c'est-à-dire que le plastique, si tu n'as pas, c'est-à-dire que tous ces produits, c'est-à-dire que chimiques, tu ne peux pas produire. L'agriculture aujourd'hui, elle est intensive. Et le danger, c'est que c'est la monoculture. Et quels sont les dégâts que ça crée? Ça crée les dégâts sur le plan environnemental. Parce que lorsque tu vas avec ton tracteur, j'ai expliqué, labourer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu retournes la terre, ça crée le gaz à effet de serre. Tu pollues par le fait, c'est-à-dire que de rejet du gaz, le pétrole, tu pollues par le fait, c'est-à-dire que de l'utilisation des pesticides, de la chimie, tu détruis la biodiversité et en même temps, tu crées l'effet de serre qui apporte le changement climatique. Donc pour cela, ça va te demander, toi qui vas aller entreprendre dans le domaine agricole, d'adopter un autre modèle, d'avoir une autre approche. Parce que si tu vas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire comme les autres ont fait il y a plus de 50, voire 100 ans, tu vois que tu risques de te retrouver condamné. Et ce modèle, que ça demande, c'est-à-dire que de la technologie, ça demande de la science. Une science aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas. Donc tu peux te lancer surtout en Afrique, en voulant copier le modèle occidental et te retrouver bloqué sur le plan énergétique. Si tu n'as pas la maîtrise sur l'énergie, comment tu fais? L'énergie ici, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité. C'est même la technologie, que tu n'as pas la mécanisation.
si tu n'as pas, c'est-à-dire que les engrais, les pesticides et tout ça, tu vois que ton business est voué à l'échec. Si tu vas épouser maintenant un modèle juste de monoculture sur les céréales, on n'a pas, c'est-à-dire que le contrôle aussi sur les semences. Tu vois que tu te retrouves bloqué. La cinquième crise qui découle de la crise sur l'environnement, la crise, c'est-à-dire que sur l'écologie, il faut comprendre que c'est la crise migratoire. La crise migratoire. On se pose la question en Afrique, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire que les Africains sortent de plus en plus de l'Afrique? Pourquoi est-ce que les Africains, c'est-à-dire, voilà, fuient l'Afrique? Mais le danger que beaucoup ne sont pas en train de voir, c'est qu'il y a un danger sur le plan, c'est-à-dire environnemental. Le changement climatique dans certaines zones d'Afrique est sévère. Le désert est en train de se créer de plus en plus. Les gens fuient les villages parce que, c'est-à-dire que les villages sont désertiques. Les gens fuient les pays parce que les pays sont désertiques dû au changement climatique. Dans certains pays en Afrique, ce n'est pas possible. Et on va avoir ça de plus en plus parce qu'avec la montée de mercure, dans certains pays, la température est à 40, à 50, c'est invivable. On ne peut rien produire, on ne peut pas, c'est-à-dire que faire l'élevage, on ne peut pas faire avec l'agriculture, et on ne peut même pas non plus vivre parce que c'est invivable pour les animaux. Les plantes ne peuvent pas s'épanouir parce qu'il manque d'eau, c'est le désert. La seule chose, c'est de fuir. C'est de fuir. Donc ça va, la crise migratoire. Et ça va être ça de plus en plus. Donc à nous maintenant de penser d'autres modèles, de commencer, c'est-à-dire à penser à l'agroforesterie, c'est ce que j'explique à chaque fois, de planter les arbres partout où il faut, sur tous les espaces. Parce que ce qui crée aussi, c'est-à-dire que ce changement climatique, comme je vous ai dit, c'est notre mode de production, notre mode de consommation, la façon dont on construit avec les habitats, c'est le fait d'apporter de plus en plus de béton. Donc ce qui fait que lorsqu'il pleut, lorsque nos rivières, les océans, les mers, les étangs, les lacs se remplissent, mais lorsque c'est plein, ça déborde dans les villes, et comme les villes sont bétonnées, ça crée des inondations. Donc c'est encore une fois de plus notre mode de production. C'était que l'intervention humaine, c'est très important. La crise migratoire, ça a un impact. Toi qui vas aller entreprendre en Afrique, tu dois comprendre ça. Tu vas venir faire ton business. Si tu ne tiens pas compte de l'environnement, de l'écologie, de cette crise, de ce changement climatique, ben tu vois que tu viendras investir dans ton pays pendant que les gens sont en train de sortir, de fuir le pays. La crise migratoire. Il ne faut pas confondre aussi avec l'exode rural. L'exode rural aussi, ça c'est cause. Les gens vont fuir les campagnes, on ne va plus produire. Et c'est ça qui va créer aussi cette crise alimentaire. Parce que s'il y a fuite migratoire, il y a crise alimentaire. Si on ne peut pas produire, ça crée la crise alimentaire. Sixième crise, les crises politiques. Toi qui vas aller entreprendre, tu te dois d'intégrer, de comprendre un peu les enjeux. On ne te demande pas d'être politicien, mais de comprendre les rouages. S'il n'y a pas de stabilité politique dans ton pays, je pense que tu te dois de bien réfléchir avant d'aller entreprendre. Du moins, si c'est un projet qui est inscrit sur la durée, c'est très important. Mais tu dois aussi comprendre que dans ces enjeux-là, si le but de l'instabilité politique, c'est à des fins. Surtout chez nous en Afrique, on a observé que l'instabilité politique profite à certains acteurs. Des fois, c'est-à-dire que des acteurs, c'est-à-dire que externes au pays, des acteurs des fois même internes qui prospèrent, c'est-à-dire que justement dans ce méli-mélo. Parce que quand il y a instabilité, quand il y a cafouillage, les choses ne sont pas, c'est-à-dire que normées, c'est-à-dire que c'est le sauve qui peut, c'est la loi du talion, c'est la loi du plus fort, et c'est énormément de corruption, parce qu'il faut le dire, parce que l'instabilité politique entraîne quoi? Ça entraîne la corruption. Ça apporte qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans le pays. Comment tu vas venir entreprendre dans un pays où il n'y a pas de justice? Tu vois, c'est tout ça aussi qu'il faut mettre en place. Crise politique. Et cette crise politique peut découler
des forces, des forces exogènes. Parce que si l'objectif, c'est la matière première, il ne faut pas obliger de dire l'énergie, c'est-à-dire que c'est la source de tous les maux. L'énergie est convoitée. L'énergie, j'entends ici par énergie, le pétrole, le gaz et toutes les matières premières qui vont avec l'uranium, l'or, le diamant. Si nos sous-sols sont riches en matière, en matière première, bien sûr que les pays ou les multinationales qui convoitent ces ressources-là n'ont pas intérêt qu'on ait une politique stable ou qu'on ait des politiciens voilà, patriotes ou patriotiques ou panafricains qui œuvrent, voilà, qui œuvrent pour le bien de la nation ou le bien du continent. Ben, ils vont toujours venir influencer nos politiciens. Comme nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, forts, c'est-à-dire que sur le plan technologique et scientifique, comme nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'une armée forte, comme nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'une défense, c'est-à-dire fiable, comme nous n'avons pas des infrastructures qui vont avec, ben, ils viendront comme ça, c'est-à-dire que tu es un bon samaritain, nous proposer, c'est-à-dire que ces aides-là, et ces aides qui sont des formes masquées par l'exploitation, c'est-à-dire que de nos ressources. Et il faut aussi le dire aussi, en garantissant, c'est-à-dire que justement la stabilité, c'est-à-dire qu'aux dirigeants qui sont en place, on leur, c'est-à-dire voilà, on leur propose ça, et derrière, ils ont c'est-à-dire que leur part de gâteau. Il faut comprendre dans le monde dans lequel nous fonctionnons. Ça demande de comprendre. Cette crise diplomatique, la crise diplomatique peut faire freiner ton business. Lorsqu'il y a crise diplomatique, donc ça peut être une crise diplomatique entre ton pays et un autre pays. Et ça peut se trouver que ce pays-là, c'est ce pays-là, c'est ce pays qui fournissait c'est-à-dire que ton pays en tout ce qui est produit, ou ça peut être les produits finis, ou ça peut être les semences en termes d'agriculture, ça peut être le matériel agricole, ça peut être beaucoup de choses. Donc lorsqu'il y a crise diplomatique, tu vois que ça freine beaucoup de business. Et je parle encore de la crise, regarde la crise diplomatique entre l'Ukraine et la Russie. Regarde l'impact que ça a donné. Regarde l'impact que ça a créé. Ça a créé un impact énorme sur le plan mondial. C'est ça qui a créé que toutes les crises sur le plan énergétique, sur le plan de l'alimentation, sur le plan des infrastructures, sur le plan économique. Une crise diplomatique. Et ça peut aller plus loin. Lorsque il n'y a pas d'entente, lorsqu'il y a des accords, ça peut aller jusqu'à la guerre. Et lorsque c'est comme ça, tu as que fermeture de frontières, ton business échoue. Donc, c'est des choses que tu dois comprendre. Donc, la crise, et la 8e crise, crise économique. La crise économique. Ton business peut tout simplement échouer à cause de la crise économique, à cause de l'inflation. C'est des choses qu'on a vues. Et il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Remonte l'histoire. Regarde la plus récente qui était la crise de 2008. La crise de 2008, ça a frappé. C'est-à-dire que ça a mis l'économie mondiale en branle. On a vu les multimillionnaires, c'est-à-dire que finis pauvres, finis ruinés. On a vu des sociétés qui ont fermé. On a vu des villes fantômes aux États-Unis. Des villes en faillite, des pays en faillite, à cause de la crise économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle le monde. Aujourd'hui, les États, c'est-à-dire que n'arrivent pas à réguler la finance. C'est la finance qui se régule elle seule. Et avec aujourd'hui, beaucoup de placements comme ça financiers, c'est-à-dire que voilà, de mauvaise qualité, les financiers aujourd'hui, toi qui vas aller faire l'immobilier, tu peux être aux États-Unis, tu peux être au Canada, en Amérique du Nord, où on octroie des crédits comme ça, c'est-à-dire que voilà, sans contrôle. Parce que c'est ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis. Ils ont donné des crédits comme ça, c'est-à-dire que sans contrôle, et non pas c'est-à-dire que vérifier la solvabilité c'est-à-dire que des emprunteurs. Non, tout simplement parce qu'on voulait redorer c'est-à-dire que l'image des États-Unis, on voulait redonner la confiance aux Américains suite aux attentats c'est-à-dire que du World Trade Center. Ils ont accordé des crédits, des largesses comme ça, sans vérifier la solvabilité des emprunteurs. Et ça a mis les contribuables en faillite, et même les pays en faillite. Et c'est des
je veux dire, c'est des montages financiers comme ça où l'État n'avait pas le contrôle, le régulateur n'avait pas le contrôle, jusqu'à ce que ça vienne mettre tout le monde en faillite. Ça a impacté le monde entier. Donc tu vois que ton business peut être rentable, mais suite à une crise économique énorme, tu te retrouves impacté. Donc c'est pour ça que tu dois comprendre ces contingences-là avant d'aller entreprendre. 9e crise, crise institutionnelle. Oui, crise institutionnelle. Nous sommes tous là, c'est-à-dire qu'à nous plaindre à chaque fois que oui, l'Afrique n'est pas respectée. Ah oui, l'Afrique, c'est-à-dire que voilà, c'est la serpillère du monde. Oui, l'Afrique, machin, que nos dirigeants, c'est-à-dire que ne pèsent pas. Que nous... Oui. Pour qu'on parle, pour qu'on soit puissant, il faut qu'on ait des institutions fortes. Il faut qu'on soit représenté partout. Regardez à l'ONU. Est-ce que les Africains, c'est-à-dire que sont représentés? Est-ce que nous avons des sièges à l'ONU? Est-ce que nous avons le droit de veto à l'ONU? Vous voyez que les pays qui sont représentés, c'est des pays puissants sur le plan économique, puissants sur le plan institutionnel, puissants sur le plan militaire, puissants sur le plan technologique et scientifique. Ces pays qui sont représentés à l'ONU, ils ont leur droit de veto. Donc ça veut dire que quand il y a une information ou quand il y a un message à passer, ils passent le message porte. Quand ils ne sont pas contents, ils mettent leur veto. Mais regardez-nous, à chaque fois on subit. Nous subissons. Les pays, c'est-à-dire que dit aujourd'hui, des pays forts, ce sont eux qui imposent. Quand ils disent qu'ils veulent mener une action, ils n'ont pas besoin de l'avis de l'ONU, puisqu'ils sont les principaux donateurs à l'ONU. Toutes ces institutions, l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, ce sont ces pays-là qui sont au contrôle. Nous, nous sommes derrière parce que nous n'avons pas les institutions fortes. On ne prend pas notre avis. Donc, il faut, c'est-à-dire que pour ça, qu'on ait des institutions fortes. Donc, il y a une crise institutionnelle. C'est ça qui peut entraîner aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y ait comme ça, c'est-à-dire que des conflits, c'est-à-dire que internes chez nous, des guerres, des conflits, c'est-à-dire que voilà, politiques, ça peut être des crises, c'est-à-dire que voilà, des guerres civiles. Tout ça, c'est provoqué parce que sur le plan institutionnel, nous n'avons pas les institutions fortes. Nous n'avons pas que des nations fortes. On n'a pas que la notion que de la patrie. C'est chacun qui vient se chercher. On a encore comme ça des personnes qui sont là, qui œuvrent uniquement pour leur bien personnel. La 10e crise, crise sanitaire. La crise sanitaire pour faire capoter ton business. Tu as vu la crise qu'on a vécue là récemment, qui nous a bloqués pendant plus de 3 ans. Tu peux avoir un business magnifique, mais tu vois une crise sanitaire, un virus venu de je ne sais d'où, vient contrecarrer tout. Tu peux imaginer le nombre d'entreprises qui ont fermé, les sociétés qui ont fermé, les personnes qui ont perdu leur emploi. C'est énorme. Donc tout ça, tu dois intégrer ça avant d'aller lancer ton business. Tu dois intégrer tout ça. Avant, c'est ce que j'appelle les contingences. Et la dernière crise, c'est la crise, c'est-à-dire voilà, les guerres. Parce qu'une fois où, sur le plan diplomatique, on n'a pas trouvé les accords, tu vois, ça donne ce que ça donne la guerre, tu vois, entre la Russie et l'Ukraine, ça donne la guerre. Et cette guerre-là, aujourd'hui, qui vient paralyser l'économie mondiale. Qui vient paralyser l'économie mondiale. Donc, tu vois que le monde, c'est un monde interconnecté. Une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres, tu peux te dire que non, tu n'es pas concerné par ça, mais sur le plan économique, tu es impacté. Tu es impacté parce que tu n'es pas, autonome, que sur l'ensemble des chaînes de valeur. Donc, il suffit que tu dépendes d'un produit, que venant d'ailleurs, ben, ça te bloque. Il suffit que les frontières soient bloquées, ou il suffit que ce pays-là mette le veto que je ne fournis pas ma matière première, ben, tu te retrouves impacté. Donc, c'est très, très important, tous ces trucs-là. C'est des choses qu'on doit savoir. Il ne faut pas tout simplement dire, quand vous balancez que sur les réseaux, ah, ce business-là, que c'est un business qui rapporte 20 millions, qui rapporte 50 millions en 2 jours. Non. Si tu ne maîtrises donc pas tous ces contingences-là, tu ne pourras pas faire ce business qui rapporte 20 millions, et surtout sur la durée. C'est comme ça que moi j'ai pensé que pour aller faire l'agriculture. Et j'ai choisi le modèle d'agroforesterie en association avec les cultures. C'est pour ça que je milite ici pour la production, c'est-à-dire des semences du terroir.
Parce qu'avec les semences du terroir, on a le contrôle. Tu vois, on ne dépend pas, c'est-à-dire que de la production, c'est-à-dire que des multinationales, c'est-à-dire occidentales. En cas de crise diplomatique, en cas, c'est-à-dire que de refus, comment tu fais? Donc, on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de créer nous-mêmes nos chaînes de valeur endogènes afin que la richesse soit, c'est-à-dire que maintenue sur le plan local. C'est pour ça que tu m'as vu aller produire, c'est-à-dire que le poivre, le bitacola, le njansan, le palmier à huile. L'agroforesterie en général, parce qu'avec l'agroforesterie, tu vois, sur le plan écologique et sur le plan environnemental, je respecte l'environnement. Sur le plan, c'est-à-dire qu'on a des dégâts écologiques, il n'y a pas de dégâts écologiques. Parce que les arbres ont cette capacité de fixer, c'est-à-dire que justement, le carbone, de perforer le sol, de permettre en sorte que l'eau s'infiltre. Les arbres, c'est-à-dire que, voilà, ont cette capacité d'appeler la pluie. Donc ça évite le désert, ça empêche qu'on ait des pénuries d'eau. Avec les feuilles des arbres qui couvrent le sol, ça évite l'évapotranspiration. J'utilise moins de l'eau. Parce qu'en ce moment, j'entends, ben oui, il faut faire les systèmes d'irrigation. Il faut comprendre aussi que l'irrigation entraîne le désert. À force d'aller pomper la nappe phréatique, ben, qu'est-ce qu'on fait? On assèche la nappe phréatique et ça crée le désert. Donc, on se doit aujourd'hui plutôt d'avoir des bonnes pratiques, de savoir comment utiliser l'eau à bon escient, de pouvoir économiser l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux pôles qui polluent les plus, qui utilisent énormément de l'eau, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est deux pôles comme ça qui utilisent énormément d'eau. Ici, en Occident, on a des secteurs où il y a des restrictions d'eau. On empêche les gens à utiliser l'eau dans les piscines. On empêche à certains moments que les personnes lavent leur voiture parce qu'il y a des restrictions d'eau. Dans certaines zones d'Europe, c'est le désert. Parce qu'à force d'utilisation d'eau, à force d'irriguer, ça crée le désert. Au Maroc, on a des zones comme ça où c'est complètement désertique. Des zones où on est obligé d'aller forer à plus de 150 mètres pour trouver de l'eau. Tu te rends compte? Donc, c'est des choses, c'est des pratiques qu'on se doit de mettre en place. Tu te dois de comprendre ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le modèle qui puisse nous amener, c'est-à-dire que voilà, à produire de façon saine, de façon à respecter l'environnement, la biodiversité, à ne pas polluer, à éviter, c'est-à-dire que justement, ce changement climatique-là, à éviter que le mercure monte, c'est de faire des fermes intégrées, des fermes, c'est-à-dire que d'agroforesterie en association les cultures, les arbres, les cultures et les animaux, amender le plus possible avec la matière organique animale, avec la matière végétale, utiliser de moins les pesticides ou les engrais chimiques, parce que tu as vu que c'est en allant détruire, en allant creuser, chercher l'énergie fossile, qui est le pétrole, qui est le gaz, qui sont les engrais, qu'on détruit notre environnement. Et que c'est justement parce qu'on est à la course de ces énergies-là que ça entraîne que toutes les crises que j'ai citées là, que ça entraîne toutes les 11 crises que j'ai citées. Parce que c'est l'énergie qui est à la base. Et c'est l'énergie qui est à la base de la productivité. Donc si on ne pense pas que notre façon de produire aujourd'hui, ben on ira de plus en plus vers des catastrophes écologiques, de plus en plus vers les guerres, de plus en plus vers les pays déstructurés, déstabilisés. On ira de plus en plus vers la déstabilisation politique. On ira de plus en plus vers les vagues migratoires de personnes parce que le changement climatique va impacter. Les gens ne pourront plus vivre dans l'environnement. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés d'immigrer. On aura de plus en plus de la famine, des crises alimentaires. On aura de plus en plus des crises économiques. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'inflation, parce que puisqu'on produit à base de l'énergie, puisque la production c'est le pétrole, et comme le pétrole c'est une denrée qui est rare, qui se tarit, ben, à chaque fois où on va produire avec le pétrole, ben, ça va coûter cher. Et c'est ce qui va entraîner que dans nos pays en Afrique, qui est de l'inflation, comme le pouvoir d'achat ne suit pas, comme on ne crée pas des emplois, ben, la vie deviendra de plus en plus chère. Les personnes vont mourir de faim. Comme on ne pourra pas produire dans l'arrière-pays, les gens il y aura des exodes rurales. Les gens vont aller en ville à la recherche d'emploi. Ben, comme on ne produit pas, n'ayant pas d'argent,
les gens sont obligés de payer. La vie coûtant très cher, ça va créer la famine. Et lorsque c'est comme ça va créer quoi? Ça va créer, ça va déstabiliser le pays. La population, sera en train de réclamer, la pitance, de réclamer son pain. Et ça va créer, ça va déstabiliser le pouvoir en place. Donc, ça, c'est des choses qu'on pense. Comprendre que tant qu'on est en train de produire avec le pétrole, parce que si on produit le pétrole, il y aura l'inflation. Et comme nous sommes dans des pays qui ne sont pas aujourd'hui développés sur le plan des infrastructures, on n'a pas, nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, donc l'électricité. Les gens, les gens utilisent encore le groupe électrogène pour pouvoir s'alimenter. Donc, si le coût de pétrole est élevé, comment les gens vont faire pour pouvoir vivre? Donc, c'est tout ça qui crée les tensions. Donc, c'est comme ça que tu dois te penser. Toi qui vas aller entreprendre, qui vas aller monter une industrie, si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, comment tu vas faire pour pouvoir monter ton industrie? Si tu te dis maintenant que tu vas aller plutôt utiliser les groupes électrogènes, on n'a pas le contrôle que sur le pétrole. Ce n'est pas nous qui raffinons le pétrole. Tu as vu la tension que M. Aliko Dangote a eue. M. Aliko Dangote, en allant mettre la raffinerie, a pensé à ça en disant qu'il est aberrant qu'on produise le pétrole, qu'on ne soit pas là à raffiner nous-mêmes notre propre pétrole. Et en raffinant notre propre pétrole, ça nous reviendra moins cher. Et on pourra être autonome. Tu vois un peu? C'est ça la vision. Et tu as vu tous les combats, tu as vu tous les problèmes qu'il a eu. Dieu merci, c'est en train de se décanter. Donc toi, lorsque tu iras mettre ton industrie, si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, comment tu vas faire? Mais tu vas utiliser le pétrole, et ce pétrole-là, ça va impacter ton coût de production. Et ce coût de production, c'est-à-dire que ça a impacté dans le panier de la ménagère. Et la ménagère n'ayant pas le pouvoir d'achat, comment est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas te retrouver aujourd'hui en compétition avec les produits dont maintenant venus d'ailleurs. Il y a Carrefour qui est là, il y a Auchan qui est là, il y a les hypermarchés qui s'installent, les gens sont contents. Mais ça vient compétir avec le producteur local. Comment le producteur local sera compétitif? À ne pas oublier qu'ici en Occident, où ils sont subventionnés, ils ont des aides, ils ont des accompagnements. Et lorsqu'ils arrivent en Afrique, nos États en Afrique les accompagnent encore plus en les aidant, en facilitant que sur les choses sur le plan des taxes. Comment toi tu pourras être compétitif face à ces mastodontes-là? C'est comme ça que tu dois de penser. C'est comme ça que tu dois de penser. En pensant, tu vas commencer à aller vers un modèle qui va te permettre de te détacher de plus en plus vers les énergies fossiles, de plus en plus vers le pétrole, de plus en plus vers tout ce qui est engrais chimiques et tout ça, afin de pouvoir réduire ton coût de production, afin de pouvoir aussi gagner et permettre aux producteurs ou aux consommateurs de manger un produit de qualité et à des coûts raisonnables. Avoir une production sur le long terme. Parce que en utilisant l'énergie fossile, est-ce que tu penses que tu peux qu'aujourd'hui avoir un business qui est périn, qui est prospère, qui va sur plus de 50 ans? Ici en Occident, chaque année qui passe, c'est plusieurs agriculteurs, plusieurs éleveurs qui déposent bilan à cause du coût de production, bien qu'il soit subventionné. Ça, c'est l'objet de mon plaidoyer. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici avec vous. Je vous dis, c'est des choses qu'on doit savoir. Il ne faut pas aller se lancer. Ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, même de business en général. Quel est le business que tu peux aller faire aujourd'hui sans énergie? Même pour ton fonctionnement domestique. Tu n'as pas vu que tes factures d'électricité ont grimpé? Tu n'as pas vu que tes factures d'eau ont grimpé? Tu n'as pas vu que le transport que tu prends, ça a grimpé? Tu n'as pas constaté que tes achats, c'est-à-dire que lorsque tu vas faire les courses, les prix des denrées ont grimpé? Oui, parce que tout ça, c'est arrimé sur le pétrole. C'est arrimé sur le pétrole. Donc, on se doit de penser. Tu te dois de penser à tout ça avant d'aller entreprendre. Donc, si tu ne penses pas à tout ça, ton business peut capoter. C'est ce que j'appelle les contingences.
C'est ce que j'appelle contingent. Oui, je sais que nous, on va se lancer sur le coup d'émotion, on va se lancer parce qu'on a vu l'autre faire, on va se lancer parce que on entend, oui, ce business est rentable, ça donne 50 millions, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, voilà un business au bout de 3 mois, c'est-à-dire que tu gagnes 10 millions. Non. Tu gagnes 10 millions comment? Quel est ton coût de production? Et ces 10 millions, est-ce que tu peux les gagner comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans? C'est pour ça que tu vois beaucoup commencent et ils abandonnent. Ils abandonnent. Donc, est le mindset, c'est-à-dire que de visionnaire, est le mindset de quelqu'un qui vient que rester dans la durée, est le mindset de quelqu'un qui voit toutes ces contingences. Je sais qu'en parlant de ces contingences-là, tu vois, je touche ici à des thèmes tels que sensibles. L'algorithme YouTube ne va pas propulser tel que cette vidéo, mais c'est à vous de prendre ça, et ça je le dis aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de répéter ça à chaque fois? Non, je vais commencer aussi à partager aux initiés, parce que ça fait 4 ans que je parle de ça, et vous voyez tel que les effets. Vous voyez les effets. Vous vivez ça en direct. Le changement climatique, ça fait depuis 4 ans que je parle, vous êtes en train de voir les inondations. Nos pays sont tels que nos villes sont aujourd'hui inondées. Les inondations en Occident, les inondations en Afrique. Vous voyez que les sécheresses, les gens qui vont s'aimer aujourd'hui, ils ne voient pas la pluie. Il y a 4 ans, je parlais de ça. Aujourd'hui, on sème, on ne voit plus la pluie. On attend la pluie, mais la pluie ne vient pas. C'est ce qu'on appelle le changement climatique. Mais quand tu étais un aguerri, comme moi, quand tu connais ces contingences-là, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas ce qui arrive. Donc, avant d'aller entreprendre, peu importe le type de business, c'est ce qu'on se doit de connaître. Et je vous ai parlé ici des problèmes tels que géoéconomique, géostratégie, géopolitique. Je vous ai parlé de l'importance ici d'avoir le contrôle sur nos semences. Je suis là qui a parlé ici du manioc avant que la crise sur les céréales n'arrive. Vous voyez? Aujourd'hui, tout le monde parle de manioc. Pourtant, tu as dit que je suis celui-là depuis 4 ans, je parle de ça. Donc, c'est ça le visionnaire. C'est comme ça qu'on se doit de penser. De développer nos chaînes de valeur endogènes. Je vous ai parlé de l'élevage, des stratégies qu'on se doit de mettre en place. C'est avoir commencé petit, mais en visant grand. En visant grand, ça ne sert à rien de courir. Développer maintenant la science, développer notre technologie et avec nos réalités propres à nous. Ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer chez les agripreneurs visionnaires. Peu importe le business que vous faites aujourd'hui, peu importe le business que tu vas aller faire aujourd'hui, tu seras impacté par toutes les crises que j'ai citées là. Crise environnementale, crise écologique, crise énergétique. J'insiste sur crise énergétique. Tu seras impacté par ça. Peu importe le type de business que tu vas faire, tu seras impacté par la crise énergétique. Donc si tu ne prends pas ça en compte en faisant ton business, ben, c'est un business qui est déjà voué à l'échec. Ça, c'est encore une masterclass que je partage avec vous. Ça, vous n'entendez ça nulle part. Et les personnes qui n'ont pas pris ça en compte, moi je les vois, ils se cassent la gueule tous les jours. Ils se cassent la gueule tous les jours. Ils se cassent la gueule tous les jours. Mais moi, quand je vois ça, je sais d'où ça vient, je connais l'origine et je m'adapte. Je m'adapte. Tu vois, comme moi, ça ne me surprend pas. Et le projet, le business, mon modèle que j'ai mis en place, c'est un modèle qui va sur plus de 200, 300 ans. Je n'aurai pas d'impact environnemental, il n'y aura pas de catastrophe écologique. Or que certains qui ont choisi d'autres modèles agricoles voient leur plantation inondée d'eau. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le désert, parce que les champs sont nus. On a comme ça des milliers et des milliers d'hectares inondés d'eau. Vous voyez ça ici en Occident, vous voyez ça en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore d'autre? Donc on se doit tout simplement de s'adapter et faire les choses correctement. Voilà ce que je vais partager concernant cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'attends ton avis dans les commentaires. Comme je te dis, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là, tu verras 10 mails que tu es hautement rentable, 10 que tu nous permettent comme ça de lutter contre le réchauffement climatique, qui nous permettent vraiment d'enrichir la biodiversité, de devenir, je dis bien de devenir riche. Tu connais la signification de devenir riche et de riche de façon générationnelle.
clique et bénéficie. Et si tu veux voilà, aller plus loin, je me ferai plaisir de t'accompagner. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.